Salut, moi c'est Nico Salut, moi c'est PJ. et bienvenue sur l'Instant Tech, le podcast qui explore notre rapport aux technologies. Écoute, nouvel épisode, excitant, nouvelle thématique, les abonnements, le passage du gratuit aux abonnements dans nos consommations sur Internet et comment ça a changé nos modes de consommation. Et oui, on en parlait récemment parce que tu as reçu un gentil petit message de nos amis de chez Facebook, puisque dû à des changements dans les régulations européennes, maintenant ils se proposent de payer un abonnement pour enlever les pubs. Raconte-nous ça. Ouais, bah alors c'est Meta, donc c'est sur Facebook. J'y suis plus, mais j'y suis pour le boulot. Mais Instagram, où j'y vais de temps en temps, là j'ai un message systématiquement qui s'ouvre en me disant soit vous acceptez qu'on continue de prendre vos données et de voir des pubs, soit vous payez 13 euros, 12,99 € par mois pour ne plus voir de pubs et qu'on prenne plus vos données. Et j'avoue que j'arrive pas à accepter ou l'un ou l'autre. Donc je ne vais plus sur Instagram depuis 2 semaines. Parce qu'à chaque fois que je l'ouvre, c'est peut-être la meilleure manière de m'en désintoxiquer d'ailleurs, je tombe sur ce message. Et c'est vrai que ça m'a fait complètement, comment dire, ce prix comparé à combien coûte un abonnement Netflix, Spotify ou ce que tu veux, me semble complètement dément. Et en même temps, on avait fait un petit calcul de coin de serviette là. Et en fait, c'est plus ou moins le prix. C'est plus ou moins ce que doit rapporter un utilisateur en Europe aux États-Unis à Meta, quoi. Donc je les trouve assez honnêtes. Mais voilà, ça a lancé toute une discussion entre nous sur le coût des abonnements, les abonnements, et est-ce que je serais prêt à payer Meta 13 euros par mois pour arrêter qu'on prenne mes données et arrêter de voir de la pub. Et la réponse, spoiler alerte, est non. Bah pourtant, t'en payes plein des abonnements et pour des grosses boîtes de tech américaines. Alors pourquoi celui-là, ça te dérange? Ouais, disons que j'aspire à payer des abonnements pour pas des grosses boîtes américaines parce qu'elles sont déjà assez engraissées comme ça. Et donc, c'est pour ça aussi qu'il y a quelque chose d'intéressant à creuser ici sur notre rapport à l'abonnement. Et quand je réfléchis, des abonnements à des grosses boîtes américaines, bah écoute, j'en paye pas tant que ça en fait. Je paye pour Spotify. Et je suis sur une souscription familiale que je partage avec 5 autres potes. Donc c'est un peu une logistique un peu compliquée parce que toutes les années, je fais un appel à souscription où elles me virent chacun 33 euros, qui est le coût de leur part de l'abonnement familial par année, quoi. Mais c'est à peu près tout. Après, dans les médias aussi, moi je suis complètement drogué des médias. J'ai beaucoup de souscriptions à des médias dits mainstream, comme le New York Times ou Le País, etc. Mais là, pour moi, on n'est pas sur des plateformes. Ouais. Alors c'est intéressant quand même ce changement. Alors je sais que Meta a fait ça c'était pas de gaieté de cœur, c'était à cause de nouvelles régulations. Mais bon, c'est un peu le dernier bastion quand même du tout gratuit, parce que pour se remettre un peu dans le contexte, hein, quand l'Internet est arrivé, c'était un peu le modèle unique, c'était le modèle gratuit, sponsorisé par la pub. Il y a même une époque où on pensait que personne n'aurait besoin de payer son accès à Internet, que l'accès à Internet en lui-même allait pouvoir être payé par la pub. Et tout était gratuit, tout était plein de pubs, et c'était comme ça, quoi. On l'acceptait. Ça me rappelle un abonnement téléphonique au tout début où il y avait les téléphones portables où tu pouvais écouter des pubs pendant 2 minutes et ça t'engrangeait des minutes dans ton forfait que tu pouvais après dépenser. C'est un abonnement en France dont le nom m'échappe, quoi. Mais oui, c'est un peu similaire. Incroyable. Je crois que ça me rappelle quelque chose. Et donc depuis un moment maintenant, c'est vrai que ce modèle d'abonnement, c'est un peu comment dire, c'est étendu un peu à tous les domaines. Donc c'est vrai que ouais, tu parlais de Spotify, c'était un peu un des fers de lance de ce truc-là où comment dire, ils ont introduit le streaming dans la musique où tu payais plus pour avoir la propriété d'un MP3 ou même d'un CD. Tu payais l'accès, donc du coup c'est ce modèle d'abonnement où tu payes tous les mois, etc. Et après ça s'est étendu à tout un tas d'autres domaines. Ouais, Spotify, je me rappelle à l'époque, c'était complètement révolutionnaire parce que c'était un peu ce qui avait permis de tuer le piratage illégal aussi. C'était à l'époque, je me rappelle, je ne saurais pas dire, c'est à 15 ans peut-être, où on parlait de licence globale. Je ne sais pas si tu te rappelles. Oh là, oui. Mais en gros, les défendeurs, je ne sais pas moi comment les appeler, même pour moi, c'est la quadrature du net. Mais les défendeurs d'un changement dans la loi des copyrights, des droits d'auteur, promouvait de payer une somme par mois, je dirais, pour pouvoir consommer tous les contenus, mais ce n'était pas uniquement musical,
c'était aussi audiovisuel, j'ai envie de dire, quoi. Bon, mais quand Spotify s'est créé, on les traitait de complètement fous parce qu'en gros, ils défiaient le modèle économique de l'industrie musicale qui était déjà en train de péricliter, hein, ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est que Spotify, comme tu dis, ça a permis de nous mettre un peu dans un état d'esprit de l'abonnement comparé soit au piratage, soit au fait de posséder les choses. Et c'est vrai qu'on n'en est jamais revenu et maintenant, ça s'applique à tout. Ce qui, pour moi, est une bonne chose parce que ça nous apprend à plus payer pour ce qu'on consomme et qu'on n'est pas dans une histoire de tout peut être gratuit, tout est gratuit. Ce qui, pour moi, a été complètement délétère pour, par exemple, les journaux. Oui, parce qu'au final, ce qui s'est passé, ce qu'on a vu dans plein de domaines, c'est que ce modèle supporté par la pub, en fait, il ne fonctionne que si tu as une échelle incroyable, quoi. Une échelle, c'est-à-dire un nombre d'utilisateurs complètement dément. Donc ça marche pour Meta parce qu'ils ont 3 milliards d'utilisateurs mensuels, tant mieux pour eux. Mais pour comment dire, une organisation de presse française, par exemple, c'est pas possible, quoi. Ça rapporte pas assez d'argent. Ouais, et pendant des années, par contre, on leur a fait la promesse qu'ils pouvaient s'asseoir ou s'appuyer sur ces grandes plateformes, sur les réseaux sociaux, pour générer du trafic qui générerait des revenus publicitaires, quoi. Sauf qu'en fait, ces revenus publicitaires étaient complètement monopolisés par les Meta et Google de ce monde. Mais donc c'est intéressant aussi de voir, pareil, j'ai l'impression de parler un peu comme un dinosaure, mais de voir vraiment la philosophie qui a changé entre le moment où les journaux étaient uniquement papier et le web, c'était un peu cette chose sale. On parlait de forçat du web pour les journalistes de Le Monde, par exemple. Et quand le web, maintenant, il y a plein de journaux, genre le Financial Times, où ils sont en premier sur le web, c'est comme ça qu'ils font leur ligne éditoriale, et après ils adaptent les meilleures histoires pour leur papier. Mais c'est plus le papier qui lead les choses, quoi. Mais donc ce qui est intéressant, c'est que oui, il y a des médias, très très peu de médias, encore une fois comme le Financial Times, qui n'ont jamais enlevé leur paywall, comme on dit, leur système par abonnement. On ne pouvait pas avoir leurs articles si on n'était pas abonné. Mais il y a énormément de médias qui sont passés au tout gratuit, qui se sont pris une énorme baffe dans la figure parce qu'ils n'arrivaient pas à générer assez de revenus de la part de la pub et du trafic engendré par les réseaux sociaux, notamment, et qui maintenant reviennent à des systèmes payants et qui essayent vraiment de développer des liens directs avec leur audience. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve, dans l'abonnement, et en tout cas moi en étant la personne qui paye, pas seulement pour les médias, mais pour plein d'autres choses, c'est que j'ai l'impression que l'abonnement permet aussi de développer une espèce de fidélité ou de lien privilégié avec le service pour lequel tu vas payer. Et c'est peut-être pas uniquement les médias. Toi, tu me parlais par exemple de certaines applis. Ouais, non, c'est clair. Et du fait que tu payes, du coup, ça te rend vachement plus intentionnel sur ce que tu consommes, quoi. Et du coup, pour les gens qui ont connu un peu l'avant streaming, hein, c'était quand tu achètes un CD. Le fait de l'avoir acheté et d'avoir payé pour ça, bah, tu allais l'explorer ton CD, tu allais l'écouter, même s'il ne te plaisait pas, tu allais l'écouter un certain nombre de fois, tu allais essayer peut-être même de te convaincre que ce CD, bah, il n'était pas si mal finalement parce que tu avais payé 10 € dessus. Alors que combien d'albums j'ai écouté genre juste une fois sur Spotify, j'écoute les 3 premières chansons et après je skip. Et c'est vrai que du coup, l'argent, le fait que tu mets ton, comment dire, you put your money where your mouth is, tu vois, genre tu dis genre ok, bah, je mets de l'argent, je m'y engage, quoi. Et donc du coup ça permet de développer des relations avec ce que tu consommes qui sont différentes, quoi. Et plutôt que de passivement cliquer sur des liens, essayer d'ignorer la pub qu'il y a. Et c'est vrai que la pub sur le web en ce moment c'est complètement hallucinant. Il y avait une vidéo qui avait tourné récemment sur les réseaux où quelqu'un qui essayait de lire un article où ça avait genre le nombre de pop-up et de pubs et de vidéos, et il y avait un moment où il y avait juste une ligne de texte sur l'article que la personne était en train d'essayer de lire. Donc oui, ça crée un rapport différent, plus intentionnel. Et moi personnellement, ce que j'aime beaucoup, c'est que ça me permet de soutenir des personnes ou des organisations qui sans abonnement pourraient même pas exister, et ça crée des nouveaux modèles. C'est ce que Kevin Kelly, qui était le premier rédacteur en chef de Wired, avait appelé les 1000 vrais fans. Et c'était une théorie qu'il avait développée à la fin des années 2010 pour dire que sur le net, tu as besoin que de 1000 vrais fans qui sont prêts à payer 100 $ par an. Et si tu arrives à avoir 1000 vrais fans qui payent 100 $ par an sur ton truc de profit, bah ça te fait 100 000 $ par an. C'est bon, quoi. T'as besoin de rien d'autre. Et ça fait que ça peut faire exister des modèles qui sont des entreprises ou des personnes qui sont pas obligés de grossir, qui sont pas obligés de devenir des géants. C'est-à-dire que si quelqu'un maintenant demain décide de créer une appli de podcast, comme moi par exemple, je souscris à une appli de podcast, et ben l'appli elle peut survivre juste comme ça parce que elle est
payée par les revenus de l'abonnement. Elle n'est pas obligée de chercher à se vendre à Apple ou Google ou une autre grosse entreprise de tech comme ça se faisait auparavant. Et elle n'est pas obligée non plus de devenir elle-même un énorme géant parce que elle peut vivre normalement avec l'abonnement et rester à une taille réduite. Ouais, c'est intéressant, ça sonne un peu contre-intuitif, effectivement, à l'époque où il fallait soit devenir énorme ou soit complètement arrêter, quoi. Mais ça force aussi un peu un changement de philosophie où, en fait, j'ai l'impression qu'avant, tu développais des entreprises pour essayer de les revendre à des millions et des millions. Et maintenant, tu es peut-être dans un truc plus soutenable, de genre, si tu arrives à développer une audience qui est saine, tu peux te faire... tu peux te payer un bon salaire, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas uniquement pour les applis, c'est aussi pour les médias. Avec, par exemple, Substack, mais maintenant il y en a d'autres aussi. Donc c'est un service de newsletter où en fait ils mettent à ta disposition tout un outil pour développer ta newsletter, pour la rendre facile à envoyer, pour développer ton audience. Ils prennent un petit pourcentage si tu veux la rendre payante. Et il y a des gens maintenant qui arrivent à en vivre. Même si j'ai quand même l'impression qu'on en est un peu revenu, ça me paraît qu'il y a 3-4 ans, c'était un mythe de genre. Il y a plein de journalistes qui partaient de leurs employeurs historiques pour créer leur Substack et leur propre audience. Et il y en a beaucoup qui en sont revenus et qui l'ont dit de manière très candide aussi, parce que c'est pas si simple de devoir pondre un article tous les jours. Il y a une espèce de course effrénée comme ça où tu peux arriver vite au burn-out, etc. Donc c'est pas non plus la panacée, en tout cas pour les médias. Mais c'est vrai que moi aussi, je suis abonné à des dites petites applications. Mon gestionnaire de mots de passe ou même un éditeur de photos sur mon téléphone et sur mon Mac qui n'est pas du tout Adobe, qui s'appelle Photomator par exemple. Et c'est une petite équipe qui survit tout à fait bien et qui a un super produit par exemple, quoi. Ça serait intéressant d'entendre d'eux d'ailleurs comment ils se positionnent sur l'abonnement et s'ils trouvent que quels sont les positifs et les négatifs, j'ai envie de dire. Donc c'est pas parce que maintenant il y a l'abonnement que tout de suite c'est la panacée et que tout le monde va réussir, c'est sûr. Mais parce que moi personnellement, comme, on en a déjà parlé, je suis ingénieur dans l'informatique et je suis plus spécifiquement développeur d'appli. Et donc dans ma carrière, j'ai travaillé avec beaucoup de gens qui essayaient de lancer leurs applis, etc. Et donc donc avoir une appli qui est utilisée par des gens, c'est pas forcément évident, mais la monétiser, c'est encore autre chose. Par exemple, j'avais un collègue qui avait développé une appli de transport en commun qui avait eu beaucoup de succès et il était super content de son succès en termes du nombre d'utilisateurs, etc., quoi. Sauf que ça lui prenait un temps fou et qu'il a essayé de monétiser ça. Et donc, il avait rajouté à l'époque, c'était des pubs Google que tu pouvais ajouter sur ton appli. Et donc, alors je sais plus combien d'utilisateurs il avait, mais il en était très content, quoi. Et donc, ces pubs Google qu'il avait, donc sur tous les écrans, il y avait une espèce de bandeau de pubs qui tournait, quoi. Et le revenu que ça lui apportait, c'était genre 50 centimes par mois pour tout son taf, quoi. Et donc c'était ridicule. Donc ça, c'était typiquement le genre de truc où peut-être que s'il avait avec un modèle d'abonnement, il aurait pu continuer là-dessus et continuer à développer son truc, quoi. Mais bon, là, c'était pas possible. Il a dû abandonner, tu vois. Ouais, mais c'est ça qui est intéressant. C'est s'il avait fait ça aujourd'hui, comment il aurait développé un modèle économique. Je pense que les pubs avec Google, en fait, c'est peut-être le pire des choix parce que c'est le truc le plus intrusif et le plus moche qui soit. Peut-être qu'il aurait eu une approche de faire payer l'appli dès que tu la prends, mais peut-être qu'il aurait plus une approche aussi de Patreon, comme on dit, ou de paiement volontaire de gens qui suivent et qui donnent une petite somme par mois en contrepartie de goodies ou pas, ou des trucs comme ça. C'est vrai qu'il y a plein de modèles de financement qui se mettent en place et qui sont différents, mais qui sont, je pense, c'est quand même compliqué, j'ai l'impression. C'est toujours... plus ou moins instable, j'imagine. En tout cas, moi, je parle à l'aune de mon propre usage. Et c'est vrai que, en fait, je sens quand même qu'il y a une compétition pour mon portefeuille, que tout le monde va aller sur les abonnements maintenant, et que, en fait, t'as pas un portefeuille infini. Donc, moi, encore une fois, c'est vrai que je suis un drogué des news. J'ai beaucoup d'abonnements grâce à mon boulot, donc je les paye pas. Mais j'ai aussi pas mal d'abonnements que je mutualise avec des potes. Moi, je prends un abonnement pour un VPN, toi, tu prends un abonnement pour Libération, enfin, un truc dans le genre, quoi. Ouais. Donc, j'ai des stratégies un peu de contournement pour que ça me coûte moins cher. Mais bon, de fait, je paye de mon portefeuille des abonnements qui sont pas trop chers. Et en fait, le seul que je paye vraiment 10 € par mois, ce qui est peut-être mon abonnement le plus cher pour un média, c'est Télérama. Et c'est vrai que je suis assez content. Encore une fois, j'en avais parlé dans un épisode précédent, je crois. J'ai remplacé Twitter par Télérama. Mais en gros, je suis assez content de soutenir ce média parce que je trouve qu'ils font du bon boulot. Même s'ils font partie du groupe Le Monde, c'est toute une rédaction
Je suis pas encore dans un truc de payer pour telle ou telle personne qui est vraiment sur une petite niche ou sur un petit sujet. J'aime bien le côté un peu généraliste. Et c'est D'accord. vrai que du coup, là, l'image de marque ou l'organisation, est-ce qu'elle projette, elle joue aussi. Et je paye aussi 5 euros par mois pour un autre site en ligne français qui s'appelle Les Jours, qui est un peu un spin-off de Libération. Et là, franchement, j'arrive pas à les lire, mais je continue, moi, l'abonnement qui est déjà un abonnement de soutien, parce qu'il demande, je crois, 8 ou 9 euros par mois, parce que je veux les soutenir, quoi. Oui, c'est marrant parce que sur les médias, moi, par exemple, je paye un média généraliste et c'est tout. J'en paierai pas plus parce que je trouve que c'est déjà Mm. assez, tu vois. Je paye pour le Guardian et c'est un média qui est gratuit d'accès. Hein. C'est juste. Donc là, encore une fois, c'est plutôt du soutien. Il n'y a pas de paywall, quoi. Mm. Mais sinon, du coup, moi, en termes de médias, ce que je paye, c'est vraiment pour des trucs enfin, qui sont vachement plus niche ou qui sont plus peut-être reliés à mon travail ou ce genre de choses. Ou par exemple, je paye pour une newsletter qui s'appelle Platformer. Donc, c'est le journaliste américain Casey Newton qui écrit sur les grosses entreprises de la tech. Il s'intéresse beaucoup aux questions éthiques, par exemple, et tout ce genre de trucs. Donc, ça, c'est quand même super niche. Il y en a une autre qui s'appelle Stratechery, qui est d'une analyse business, pareil, sur les technos. Pour moi, ça, c'est 2 newsletters où c'est vraiment des trucs super pointus que je pense j'aurais du mal à trouver, Mm. même dans des médias spécialisés. Et donc, l'avantage, c'est vrai que tu parlais du côté les gens qui ont des newsletters seuls où faut produire, faut produire, faut produire. Et c'est vrai qu'il y a ce côté-là aussi. Mais ça permet aussi de développer vraiment une relation avec le lecteur, je trouve, qui fait que tu peux aller très très loin dans les sujets parce que tu peux compter sur le fait que la personne, elle te lit régulièrement. Les gens qui lisent ces trucs-là, ils n'ont pas cliqué par hasard sur un lien sur Twitter, tu vois. Ils arrivent et il faut leur expliquer le contexte. Le contexte, il est déjà là. Mm. Et ils te prennent un peu la main, tu vois, et aller vraiment au fond des trucs. Et je trouve ça cool. C'est vrai qu'il y a différents gradients dans la manière dont tu peux classifier le côté plus ou moins niche, quoi, sur le spectre, hein, entre les grosses plateformes et le côté totalement niche dont tu parlais. Je trouve qu'il y en a pas mal qui sont revenus aussi du modèle où, pour la newsletter en particulier, de publier tous les jours. Où moi, ce que je vois dans des trucs que je consomme, c'est de plus en plus des newsletters qui sont 2 fois par semaine ou voire même juste 1 fois par semaine. Du coup, c'est peut-être un rythme un peu plus soutenable quoi, pour ces gens. Et ça t'embête pas? T'as pas l'impression d'en avoir moins pour ton argent, du coup, là? Ben non, parce que je trouve que c'est pas. Disons que tu développes, je trouve hein, vraiment, et je sais pas si c'est le fait qu'il y a de l'argent en jeu, mais tu te sens un peu investi dans le truc, tu vois. Et donc, il y a un peu le côté où tu as envie que ça continue, et c'est clair que, oui, écrire tous les jours, la qualité baisse, tu vois. Quelqu'un qui doit pondre une newsletter tous les jours, c'est très difficile, ça demande beaucoup. Je préfère avoir 2 newsletters par semaine et que ça soit de qualité et que ça dure surtout, que la personne puisse continuer à faire ça, tu vois, plutôt que ça se crache en burn-out. Ouais. Ouais, non, c'est intéressant. Donc, d'où l'affiliation, l'importance vraiment d'avoir un lien privilégié avec ton audience, ce qui est vraiment un truc qui est clé maintenant pour les gros médias aussi, hein. Ils essayent aussi Mhm. vraiment de développer ça. Et c'est intéressant. Mais donc, en fait, sur le spectre, les grosses plateformes, je pense pas que je vais donner un jour de l'argent à YouTube pour plus avoir de pub parce que c'est Google et qu'ils n'ont pas besoin de mon argent en plus. Aux super niches comme toi où tu as un individuel, il y a tout un spectre là qui est assez intéressant. Et moi, je serais plus peut-être au niveau des organisations, de leur donner de l'argent en tant que tel. Par exemple, pendant tout un temps, je souscrivais à un espèce de Netflix de la presse française qui s'appelait Caféine, où tu pouvais avoir accès Mhm. à plein d'hebdos et de quotidiens, etc., pour 10 euros par mois. Et au final, ça m'a saoulé. Je préfère donner un peu plus, mais parce que j'ai les moyens aussi, mais pour un média ou deux en particulier, plutôt qu'avoir un truc qui englobe tout, quoi. Mais c'est vrai que je serais intéressé de voir, parce que si ça se trouve, il y a plein de gens qui préfèrent largement avoir une offre où ils ont plein de trucs plutôt qu'une affiliation. Enfin voilà, il y a vraiment ce côté plateformisation aussi des abonnements, où tu peux acheter aussi pour tant par mois un catalogue, que ce soit des films, que ce soit des albums de musique, ou que ce soit des titres de presse, quoi. Et voilà, c'est intéressant juste de voir vraiment l'abonnement qui devient hyper mainstream, et avec différentes formules en fonction, j'imagine, plus ou moins du lien d'affiliation que tu as avec tel ou tel service. Ouais, c'est clair que je me sens pas, j'ai pas l'impression de faire un beau geste quand je paye mon abonnement Netflix. J'ai pas l'impression de financer la production culturelle, tu vois. J'ai pas l'impression de faire, de faire avancer les choses. C'est vraiment le côté, c'est soit le côté, pour moi, c'est le côté pratique, le côté, c'est un bon deal, quoi. Et le côté aussi où pas mal de ces plateformes ont aussi des versions où tu peux quand même te taper la pub. Et sur pas mal de ces plateformes, c'est juste insupportable. Enfin, en tout cas pour moi, que ça soit Spotify, YouTube. YouTube, je paye pas, mais alors je souffre hein, parce que les pubs YouTube, elles sont vraiment atroces.
Mais d'ailleurs, c'est marrant parce que je relevais que pour toutes ces plateformes, la pub, c'est pas forcément là où ils font le moins d'argent, puisque Netflix, c'est l'exception où ils arrivent à monétiser plus un utilisateur qui est sur l'abonnement pub que l'utilisateur qui est pas sur l'abonnement pub. Et je sais pas si c'est un truc qui est spécifique au streaming de vidéos, mais je crois que Disney, je sais pas si c'est déjà fait, ou en tout cas, si c'est pas encore fait, il le prépare d'avoir un tiers pub aussi. Et j'ai peur qu'on retrouve, avec en plus le coût de la vie qui augmente, qu'on retrouve c'est plus d'accent sur le modèle pub. Ouais, c'est intéressant, ça fait une belle boucle et une belle fin, effectivement, où Netflix, au grand jamais, ils juraient au grand jamais qu'ils mettraient de la pub sur leur modèle. C'était contre leur philosophie, et puis quand ils se sont complètement cassés la gueule et que leur action a perdu je sais pas combien, mais énormément, alors là, ils sont revenus dans ces modèles-là, et maintenant, encore une fois, ils créent une tendance derrière lesquelles tous les autres vont s'engouffrer, parce que le streaming, ça a été hyper à la mode pendant un temps, mais en fait, de la même manière que j'ai l'impression qu'il y a une compétition pour mon argent pour les abonnements, il y a aussi une compétition pour le temps des gens, le temps d'attention. Et il y a tellement de séries, tellement de contenu et ça coûte tellement cher qu'il y a plein de plateformes qui sont en train de se casser la gueule ou qui essaient de mettre en place d'autres modèles économiques, de nouveau basés sur la pub. On y revient. C'est de la pub payant, c'est le modèle gratuit mais payant. Voilà. Enfin non, on va pas dire ça comme ça. Ok, bon. Merci Nicolas. Merci PJ et merci de nous écouter. Si vous voulez réagir, écrivez-nous à l'adresse podcast@l'instantech.com. Si vous aimez ce qu'on fait, n'hésitez pas à partager le podcast autour de vous et à laisser un avis sur votre plateforme de podcast préférée. À dans 2 semaines.